Les géoglyphes Nazca au Pérou. Ces fabuleux vestiges d'une civilisation depuis longtemps disparue ont traversé le temps sans jamais livrer tous leurs secrets. Il y a plus de 2000 ans, des hommes ont tracé dans la Pampa des lignes géométriques, de gigantesques dessins et bâti des cités monumentales. Qui étaient-ils? À qui s'adressaient ces figures énigmatiques visibles du ciel? Et quelle était leur fonction? Depuis plus de 100 ans, des chercheurs ont tenté de percer ce mystère. Pour certains, il s'agit de cartes du ciel. Pour d'autres, ce sont des calendriers astrologiques ou encore des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. Mais aucune de ces théories n'a été démontrée. Aujourd'hui, les archéologues en sont convaincus, la clé de cette énigme ne se trouve pas dans le ciel, mais enfouie sous le sable. Peu à peu, des momies, d'incroyables tissus, des céramiques et de mystérieux crânes allongés réapparaissent à la lumière. Que vont nous révéler ces précieuses découvertes? Leurs analyses ADN, l'utilisation de scanners, de microscopes 3D et la réalité augmentée permettront-elles de lever le voile sur l'un des plus grands secrets de l'humanité, celui des géoglyphes Nazca. Nous sommes au cœur de l'une des régions les plus arides au monde, à plus de 350 km au sud de Lima. C'est ici, entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, que des experts venus du monde entier ont lancé de nouvelles campagnes de fouilles. Archéologues, géologues et anthropologues vont réunir leur savoir afin de retracer les traditions et les modes de vie des Nazca et comprendre les lignes. C'est entre moins 200 et 700 de notre ère, dans cette vallée autrefois fertile, que ce peuple méconnu a tracé des milliers de géoglyphes. Pour en mesurer toute l'ampleur, il faut prendre de l'altitude. Car ce rébus géant qui s'étend sur environ 500 km² est composé de plus de 10 000 figures. Et on est encore loin de les avoir toutes répertoriées. Malgré de nombreux vols de reconnaissance, Johnny Isla, le directeur du programme Palpa Nazca, sait qu'il reste encore des géoglyphes à découvrir. Le singe est l'une des figures les plus emblématiques de la zone. Il mesure 83 mètres sur 70. Il a été dessiné dans une plaine au début de la civilisation Nazca. C'est l'une des représentations les plus importantes de la fertilité. Les premiers Nazca vivaient dans une zone aride où l'eau était essentielle. La queue en forme de spirale représente le cycle de la vie. La quantité de géoglyphes et leur enchevêtrement est telle qu'à ce jour, il n'a pas encore été possible d'en établir un inventaire complet. Pour y parvenir, les autorités péruviennes ont fait appel à la NASA et son radar aéroporté à haute résolution. L'UAVSAR est unique en son genre. Il permet de décrypter le relief terrestre
et de cartographier les sites archéologiques majeurs comme celui des Nazca. Bruce Chapman, chercheur au programme d'archéologie spatiale, a piloté le projet. Comment peut-on savoir si nous avons découvert un nouveau géoglyphe alors qu'il n'existe aucun document qui les répertorie? Avec les données du radar à synthèse d'ouverture, nous déterminons précisément à quels endroits les pierres sont alignées. Et ces informations peuvent nous aider à dresser un catalogue définitif des lignes Nazca. Entre Palpa et Nazca, nous avons scanné la quasi-totalité de ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Cela nous a pris 14 minutes pour acquérir les données depuis une hauteur de 12 500 mètres. C'est un procédé très efficace. Ce qui est formidable avec ce radar embarqué, c'est que la précision du pilote automatique qui contrôle le jet permet de voler en ligne droite dans un couloir de 10 mètres de large sur des centaines de kilomètres. Certains géoglyphes ont la forme d'un colibri, de mains ou d'une sorte d'astronaute. Ce sont des dessins très élaborés. Mais il y a un autre type de géoglyphes. Ceux-ci sont géométriques. Ils peuvent être gigantesques et extrêmement longs. Quant aux lignes droites qui ressemblent à des sentiers, elles peuvent atteindre des kilomètres et des kilomètres de long. Enfant, j'avais entendu parler des Nazca. On disait que cela avait un rapport avec les extraterrestres, et je me disais, c'est super intéressant. Aujourd'hui, ça ne me gêne pas que certains y croient, parce qu'en fait, cela suscite de l'intérêt. Bien sûr, je n'y crois pas du tout, mais ça prouve que ces lignes fascinent. Beaucoup de théories ont été développées à leur sujet, mais en fait, quelle qu'en soit la raison, c'est vraiment un incroyable ensemble de chefs-d'œuvre que les Nazca ont créés ici. Les données collectées par le radar de la NASA ont permis de créer un catalogue et une carte plus complète de ces dessins millénaires. Ils se concentrent pour la plupart dans les environs de Nazca. Mais il en existe d'autres, plus au nord, autour de Palpa. De nouvelles recherches aériennes ont permis de repérer des géoglyphes très différents de ceux des Nazca. Parfois cachés par des collines ou situés dans des zones inaccessibles, 40 géoglyphes inconnus ont récemment été identifiés. La découverte de ces nouveaux dessins représente une grande avancée pour l'archéologie de la région et la recherche mondiale sur les lignes. Nous sommes ici dans le secteur de Piedras Gordas, à Palpa. Nous allons voir un géoglyphe découvert récemment et qui n'a pas encore été révélé au public. Cet orque monumental tracé à flanc de colline, à quelques kilomètres de la mer, est une divinité importante. À une période où la civilisation Nazca n'avait pas encore vu le jour, de nombreuses communautés vivaient sur la côte pour profiter des richesses de l'océan. C'est probablement durant leur sortie en mer que les pêcheurs et les ramasseurs de coquillages ont rencontré des orques. Fascinés par la puissance et la férocité de ce mammifère marin, ils l'ont érigé en divinité. À Chincha, au nord de Nazca, des archéologues ont découvert d'autres lignes tracées dans le désert. Pour Charles Stanisch, professeur à l'Université de Floride du Sud, il ne s'agit pas de lignes Nazca.
Nous avons découvert récemment une série de lignes très semblables à celle des Nazca, mais beaucoup plus anciennes. Pour nous, il est très clair que la culture Paracas a précédé celle des Nazca. Cette idée de créer des lignes en plein désert, comme on le voit si bien à Nazca, a été initiée ici. La création des premiers géoglyphes est donc bien antérieure à ce que l'on imaginait. Ils ont été tracés par les Paracas il y a plus de 2400 ans. À Animas Altas, Aïcha Bachir Bacha, archéologue à l'école des hautes études en sciences sociales, dirige une équipe de chercheurs franco-péruviennes. Elle aussi s'intéresse aux tout premiers traceurs de lignes, les Paracas. Elle a également identifié d'anciennes lignes Paracas à proximité d'Animas Altas, où se trouve son chantier de fouilles. On va s'arrêter ici. Sans GPS, il serait extrêmement difficile de retrouver les lignes. Voyons, c'est ici. Regarde. Elle se dirige jusqu'à cette montagne. Et derrière cette montagne se trouve un chemin naturel qui va jusqu'à Animas Altas. Donc, cette ligne a une relation directe avec Animas. La Pampa qui est derrière nous mène jusqu'à Palpa. Et ce géoglyphe connecte les deux zones sur ce territoire de transition. Ce sont des routes, des marqueurs qui guidaient les hommes et les caravanes de lamas. Elles servaient de repères pour les gens dans le désert. Et nous, qu'est-ce qu'on a pour se diriger? Le GPS. Sinon, on se perd. Nous pensons que les individus venaient des hauts plateaux de Huancavelica en empruntant cette route qui existait déjà à l'époque et qu'ils descendaient des montagnes au moment du solstice. Si les lignes servaient de route pour rallier des sites où les communautés se retrouvaient, les dessins tracés sur le flanc des collines avaient certainement une autre vocation. C'était un peu comme des panneaux publicitaires géants qui disaient « Venez ici, venez nous rencontrer et échanger avec nous ». Les différentes communautés se réunissaient au cœur du désert, en terrain neutre. Celles des montagnes apportaient de la laine d'alpaga et des légumes comme les pommes de terre. En échange, les populations côtières apportaient du poisson, des fruits de mer et des coquillages comme le spondylus. Des panneaux publicitaires, des routes. Cette explication vaut pour les lignes Paracas. Mais l'énigme des géoglyphes Nazca est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Car plus au sud, on trouve des trapèzes et d'autres formes géométriques uniquement visibles du ciel. Quelle pouvait bien être leur fonction ? Les spécialistes en sont persuadés. Pour comprendre les géoglyphes, il faut aussi apprendre à mieux connaître les Nazca et leur culture. Depuis de nombreuses années, Giuseppe Orefici, directeur de la mission archéologique du projet Nazca, effectue des fouilles sur le site de Cahuachi. Symbole millénaire de la grandeur de la civilisation Nazca, Cahuachi présente un ensemble de temples, de nécropoles, de murailles et de pyramides, aujourd'hui partiellement recouverts par le sable. Ce centre monumental, qui s'étendait sur 24 km², aurait été occupé entre -200 et 450 de notre ère. Pour les archéologues, chaque découverte révèle de nouveaux indices sur le mode de vie des traceurs de lignes, sur leur apparence physique, sur leurs rites et leurs croyances.
Pour pouvoir le sortir, je crois que nous devons d'abord découper la terre et mettre la planche dessous. Allez, on fait comme ça. Les archéologues ont dû déblayer plusieurs tonnes de sable, mais cela en valait la peine. Ils viennent de faire une découverte intéressante. Une momie inhumée tout près de la Grande Pyramide. Passe par là. C'est bon, c'est bon. Cette dépouille va être examinée au laboratoire d'anthropologie. Que va-t-elle leur raconter ? Au laboratoire, les anthropologues Lucidos et Guido Agresti débutent l'expertise du squelette de la momie. Donc là, on voit bien la pathologie qu'on appelle un bec de perroquet. C'est un individu qui a souffert, qui a réellement eu des problèmes au niveau des vertèbres lombaires, au niveau du bas du dos. Et ça, c'est intéressant, regarde. Le tibia a une fragilité, avec une reconstruction au niveau de l'épiphyse. C'était sûrement très douloureux. Il avait probablement peu de points d'appui sur le genou gauche en raison de la douleur. Et il a donc compensé plutôt avec sa jambe droite. Finalement, l'articulation a été très usée, beaucoup plus que la normale. On pourrait imaginer que cet homme provient d'une région éloignée. Il a parcouru de nombreux kilomètres pour venir au centre cérémoniel de Kawachi, malgré les douleurs liées à sa pathologie du dos et des jambes. Il a probablement terminé sa vie ici. Les pèlerins qui se rendaient à Kawachi offraient aux prêtres le surplus de leur production agricole et de petites offrandes enfermées dans des jarres avant de les enterrer. Ces objets, comme ces 3 fragments d'argile reliés par un fil, symbolisent probablement l'union d'une famille qui voulait laisser une trace de son pèlerinage à Kawachi. Voilà ce que nous avons trouvé dans la calebasse. Du coton naturel. Comme on peut le voir, il y a des plumes de colibri. Des plumes qui ont plus de 2000 ans, comme Kawachi. Au moment de sortir le coton, nous avons découvert ce petit objet qui était caché au fond d'une calebasse. C'est un instrument très particulier, en forme de pipe. Son ornementation, réalisée par incision et pyrogravure, représente des oiseaux, avec une queue très longue, de type colibri stylisé. Et les 3 oiseaux se rejoignent pour butiner le nectar d'une fleur. Nous savons que le colibri est beaucoup représenté dans les géoglyphes. C'est une divinité mythique qui fait partie du panthéon Nazca. Ce n'est pas un hasard si la plus grande concentration de géoglyphes figuratifs se trouve autour de Kawachi, notamment le colibri, le singe et tous les autres dessins représentant la faune et la flore caractéristiques de l'iconographie Nazca. Avec ses temples et ses pyramides, Kawachi était un important centre cérémoniel fréquenté par l'élite religieuse et de nombreux pèlerins. Lors de fortes affluences, les lignes tracées dans la pampa pouvaient faire office de lieu de culte. On s'est longtemps demandé comment les Nazca réalisaient ces géoglyphes qui s'adressaient au ciel. Combien de personnes devaient être mobilisées pour ces travaux et quelle était leur technique ? Ces géoglyphes s'observent normalement depuis le ciel. Selon nous, les anciens Nazca n'avaient pas besoin de les voir. Ils les traçaient comme une offrande et un rituel destiné à leur dieu. Ce dieu, cet être mythique anthropomorphe que l'on peut voir sur les céramiques et les textiles, est toujours représenté en train de voler. C'est un être qui regarde tout d'en haut.
Les figures comme l'oiseau, le colibri, le singe ou l'araignée ne sont visibles que depuis le ciel. Au sol, on ne les voit presque pas. Ce qui était important pour eux, ce n'était pas la représentation au sol en tant que telle, mais le fait qu'un être supérieur puisse les voir. Pour réaliser ces figures géantes, les Nazca ont su profiter des particularités géologiques de la région. Cette partie que l'on voit ici, c'est une ligne qui a été débarrassée de ces cailloux pour laisser apparaître une terre sableuse plus claire qui crée un contraste. Pour réussir des tracés à si grande échelle, les Nazca avaient forcément des connaissances en mathématiques, plus précisément en géométrie. Ils commençaient par tracer de petits modèles qu'ils reportaient ensuite sur une grande surface, comme nous le faisons aujourd'hui avec un pantographe. Nous pensons qu'une ou deux personnes dirigeaient le projet, mais le nombre d'individus dépendait de la taille des figures. Pour les spirales, un groupe de 15 à 20 personnes suffisait pour nettoyer le terrain, car les pierres n'étaient pas transportées ailleurs, ils les mettaient sur le bord des lignes. C'était donc plus facile. Il suffisait de nettoyer grossièrement, c'est tout. Les Nazca ne se sont pas contentés de dessiner tous ces symboles sur le sol. Ils les ont aussi reproduits sur de nombreux objets du quotidien. Ces céramiques déposées par ceux qui venaient visiter les géoglyphes se sont accumulées au fil du temps. L'un des rituels le plus pratiqués consistait à briser des céramiques finement décorées et probablement remplies d'eau. L'analyse de ces milliers de fragments a permis de faire une datation et d'établir ainsi une chronologie de l'utilisation des géoglyphes. Les trésors exceptionnels rassemblés au musée Antonini soulignent l'importance de la céramique chez les Nazca et la virtuosité de leurs créateurs. Parmi les dessins les plus emblématiques, on trouve surtout celui du colibri. Le colibri est souvent associé à la fleur dont il retire le nectar. La représentation du colibri est très symbolique parce qu'il a la possibilité, en cas de peur ou de danger, d'arrêter son cœur et par conséquent de faire le mort, puis de revenir à la vie. C'est un peu le symbole de la résurrection de la Pampa de Nazca. La qualité remarquable de ces céramiques et leur riche iconographie nous éclairent sur de nombreux aspects de la vie quotidienne des Nazca et de leurs croyances. L'araignée est un symbole qui est principalement relié au concept de la fertilité et à celui de l'eau. L'eau était le bien le plus précieux pour les Nazca. Les offrandes et les géoglyphes étaient un moyen d'invoquer les divinités pour obtenir de la pluie. Sur le site Paracas d'Animas Altas, l'équipe fouille le sol depuis plusieurs jours. Malgré la chaleur, la poussière et les tonnes de sable évacuées, tout le monde a le cœur à l'ouvrage, car sous les coups de pelle, une frise exceptionnelle revoit le jour. Chaque découverte confirme l'influence de la culture Paracas sur celle des Nazca. Aucun autre mur comparable
ne semble avoir survécu aux ravages du temps. Cette frise-là, elle est unique. C'est la seule frise Paracas qui présente ces figures complexes. Dans cette structure se déroulaient des rituels et des cérémonies. Et cette frise-là, elle était visible par tout le monde. Donc ces figures-là avaient un sens pour ces gens qui venaient et qui participaient aux rituels et aux cérémonies. Cette figure illustre El Ser Oculado, la créature aux grands yeux circulaires. On voit bien ici ses yeux, sa bouche, son corps. Et puis il a une coiffe, ici, sous forme de serpent. Et c'est une figure emblématique des Paracas qu'on retrouve sur les textiles, qu'on retrouve sur la céramique et même sur les géoglyphes. Qu'est-ce que raconte par exemple ce grand félin? Il raconte peut-être les origines des Paracas. Il raconte peut-être les interactions des Paracas avec la côte centrale, avec la côte et la Sierra Nord. Donc c'est un autre territoire. Et donc on a différentes icônes de différentes périodes, mais qui ont été gravées au même moment. Donc on a ici la notion de l'espace et du temps. Le fait de graver des figures du présent et du passé au même moment, c'est clair qu'on raconte une histoire. Donc c'est un langage, donc c'est une sorte d'écriture. Seulement cette écriture, elle est, on va dire, idio-pictographique, c'est-à-dire que les figures, les images renvoient à des idées, à des concepts. À Cahuachi, les fouilles progressent et livrent chaque jour de nouveaux indices sur la culture et les traditions Nazca. Ici, par exemple, nous découvrons d'autres offrandes. Ce sont des textiles qui sont en train d'apparaître. C'est la première fois que nous allons rencontrer une tunique de ces dimensions pour un enfant très petit. C'est un enfant, peut-être un enfant important. Nous pouvons dire que c'est un exemple de l'importance du tissu pour le Nazca et surtout l'utilisation des tissus pour les enfants. Et les tissus funéraires sont une offrande. C'est très important pour le lieu. Ces tissus richement brodés de motifs identiques à ceux tracés dans la Pampa témoignent du rapport constant des Nazca avec leur divinité et les géoglyphes. Cette figure géante représente un métier à tisser artisanal des Andes. Elle est constituée d'une pelote symbolisée par des spirales. Le trapèze plus étroit est une sorte de bâton avec lequel les Nazca tissaient la laine pour créer les textiles dédiés aux offrandes. L'extraordinaire et complexe art textile des Paracas fascine encore les spécialistes du monde entier. Au pôle de recherche du musée du Quai Branly à Paris, Christophe Moulera, spécialiste en imagerie et en archéologie des tissus anciens, étudie les secrets de fabrication de ces fabuleux textiles Paracas et Nazca. Aujourd'hui, il va tester la dernière génération de microscopes numériques en 3 dimensions qui repoussent les limites de la microscopie optique. Donc, nous allons utiliser cette caméra numérique 3D qui va nous permettre en fait des observations macroscopiques et microscopiques. Nous allons ainsi pouvoir pénétrer au cœur du tissu et apprécier toute la richesse, la diversité à la fois des colorants et des fibres utilisées. Les tissus Paracas sont essentiellement réalisés à partir de fibres d'alpaga, de lama ou éventuellement de vigogne. Le plus fascinant est leur incroyable diversité de couleurs. On a effectivement à la fois du bleu, on a du jaune, on a des rouges, on a des verts qui sont extrêmement contrastés. On a pratiquement jusqu'à plus de 250 nuances de couleurs qui ont pu être enregistrées sur certains types
de textile. Ce verre, en fait, est tout simplement la combinaison d'un fil sombre, presque noir, associé à un fil vert. Et la combinaison des deux donne une teinte verte, mais différente des autres verres que l'on peut observer sur ce motif. Protégés de la lumière et de l'humidité, ces fantastiques linceuls brodés ont miraculeusement conservé toute la vitalité de leur couleur durant plus de 2000 ans. À Kawachi, l'équipe dirigée par Giuseppe Orifici vient de faire une découverte exceptionnelle. Un fardeau, un paquet funéraire Nazca. Son extraction est une opération très délicate. Il faut le conserver dans sa position initiale. Attention, attention. Attache-le bien, s'il te plaît. Doucement. Très doucement, jusqu'au laboratoire. À qui appartenait cette dépouille? S'agissait-il d'un prêtre qui vivait à Kawachi ou d'un simple pèlerin? Lucidos et Guido Agresti, avec l'aide de Jessica Levy, spécialiste des textiles, vont tenter de la faire parler. Vas-y. C'est bon. Parfait. Bon, je pense que tu es d'accord sur la position. Il est fléchi, assis. On ne voit pas les bras, ils sont probablement contre le thorax. Par contre, on voit bien la jambe droite qui est encore connectée à l'os coxal. L'articulation est encore marquée. Et sur l'articulation, donc, on voit la corde en fibre végétale qui servait probablement à attacher l'individu, qui était déjà en position très fléchie. Et on observe la tête, couverte à moitié par ce tissu. Elle est repliée et je pense qu'elle se trouvait quand même au-dessus du genou, dans la position originale. Pour rendre éternelle la dépouille de leur mort, les Paracas, comme les Nazca, réalisaient des fardeaux. La première étape consistait à ligaturer le corps en position recroquevillée. Il était ensuite enveloppé dans plusieurs couches de textiles plus ou moins précieux. Même les enfants avaient droit à ce cérémoniel funéraire. Seule variait la quantité et la qualité des textiles. Sur certaines momies de haut rang, on a pu compter jusqu'à 30 mantos. Entre chaque couche textile du fardeau, ils plaçaient des vêtements, des épis de maïs et d'autres offrandes. Ils en disposaient également durant le rituel funéraire avant de recouvrir la tombe. Cette tradition s'est transmise des Paracas aux Nazca. Tout juste arrivé à Lima, Christophe Moulera se rend au Musée national d'archéologie. Il abrite une exceptionnelle collection de fardeaux Paracas. C'est un grand jour pour Christophe et Elsa Tomasto, anthropologues péruviennes, spécialistes des civilisations pré-incaïques. Après des semaines de négociations, le ministère péruvien de la Culture leur a accordé l'autorisation de réaliser une première mondiale, la fouille virtuelle d'un fardeau. Les images obtenues seront ensuite traitées par un programme informatique inédit mis au point par Sylvain Orduro, spécialiste mondial de la réalité mixte. Cette technologie allie la réalité augmentée et la réalité virtuelle afin de créer des hologrammes interactifs. Je vais utiliser donc cette machine pour te permettre de faire un examen holographique avec ce dispositif. Et on va le projeter sur le fardeau. Voilà. Ok. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, je veux regarder ce qu'il y a à l'intérieur par le biais de ces lunettes. Exactement, ouais. D'accord, donc ça, je pense que c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Non, je pense que ça n'a jamais été fait, non? Non. C'est parti pour une fouille virtuelle. Voilà, c'est parti. Okay.
Ah, donc en fait, je suis à l'intérieur du fardeau, là, carrément. Ça te donne une idée d'ensemble et tu vois le positionnement des éléments à l'intérieur du fardeau, comme si tu avais des lunettes à rayon X. L'avantage de cette technologie, c'est d'arriver en fait à faire une prospection virtuelle sans toucher à l'objet et de façon extrêmement précise, quoi. Alors, les textiles, en fait, ils sont carrément invisibles. Je vais te mettre un autre contraste, justement, pour que tu puisses voir plus de textiles. D'accord. Voilà, hop, attention. Voilà, là, tu as plus de textiles. J'ai un peu plus de textiles, ouais. L'espace consacré au textile est quand même considérable. Et vraisemblablement, on a plutôt affaire à un personnage important. Avant son retour à Paris, le musée de Lima a offert à Christophe Moulera l'accès à un trésor bien gardé, sa collection de mantos Paracas. Ces fabuleux linceuls funéraires ont été réalisés entre -500 et 200 de notre ère. Ces œuvres, uniques au monde, ne sortent jamais de leur écrin. Carmen Aida Thaïs, responsable de la conservation des tissus, n'a jamais eu l'occasion de les montrer à un spécialiste. Les motifs pouvaient représenter des ancêtres mythiques qui aidaient le défunt à se transformer en l'un d'entre eux pour exercer, depuis l'au-delà, un rôle protecteur sur sa communauté. Les mantos témoignent ainsi des croyances et de la mythologie Paracas. Cet orque n'est pas représenté dans une version naturaliste. Plusieurs parties de son corps appartiennent à d'autres animaux. On voit par exemple des oreilles de renard, des crocs, l'aile d'un oiseau, là apparemment celle d'un insecte. La queue pour le coup correspond à celle d'une orque. Les pattes, avec les petites griffes, sont celles d'un singe. Il a un bras tendu et porte un crâne trophée. Que pouvaient donc signifier ces innombrables têtes trophées, souvent représentées sur les textiles, mais aussi sur les céramiques et les géoglyphes? L'orque anthropomorphe, tracée à flanc de colline, comporte elle aussi des têtes trophées. Une première tête humaine est située sous sa mâchoire, une autre dans la queue, ainsi que deux autres à l'intérieur d'un poisson dessiné en position verticale. Que peut nous raconter cette scène fortement symbolique avec toutes ces têtes humaines? Ces éléments iconographiques sont liés à un rituel, en l'occurrence la décapitation et la mort d'un jeune individu. Cela correspondait probablement au déroulement d'un combat rituel où l'issue consistait à trancher la tête d'un jeune. Les élus étaient certainement consentants. Et nous savons aujourd'hui que les Nazca utilisaient des substances hallucinogènes afin d'atténuer la douleur de la décapitation. Ils pouvaient ainsi participer sans crainte à cet événement qui conduisait le sacrifié vers la mort, mais surtout à la vie éternelle. Mais que représentait cette tête? À qui appartenait-elle? Il y a une hypothèse qui dit qu'il ne s'agit pas d'obtenir les trophées d'ennemis, mais de posséder le pouvoir d'un ancêtre qui va te mettre en relation avec les dieux. En fait, ils n'étaient pas ennemis. Apparemment, non. L'objectif, c'était d'arriver à un équilibre avec la nature, avec le monde. Pour eux, le sang versé favorisait la fertilisation des sols. D'autres crânes aux formes surprenantes ont été découverts sur les sites Paracas.
Là, on a le crâne d'un enfant qui a 2 à 4 ans. Et puis là, on voit bien la déformation crânienne, elle est très très prononcée. Donc à l'arrière du crâne, ici. Et puis là, elle est moins prononcée, légère, sur le front. Ce petit garçon ou cette petite fille, il est ou elle est très élégante. Regarde la coiffure, une tresse au milieu du front qui descend comme ça. Dans son laboratoire, Elsa Tomasto s'intéresse à l'un de ces crânes étranges présentant une déformation très particulière. Elle est magnifique, en très bon état de conservation. Elle est parfaite pour effectuer un prélèvement d'échantillons d'ADN. Et pour cela, nous avons besoin d'une dent. Notre idée est d'obtenir des informations supplémentaires pour en savoir plus sur les populations Paracas. Elle est parfaite pour faire la reconstitution faciale. Nous pouvons maintenant aller la scanner. Et à partir de cela, on pourra faire la reconstitution afin que les gens voient que c'était un être humain et pas un extraterrestre. Nous avons déjà analysé tout le squelette et son pelvis nous indique que c'est une femme. Grâce à la technologie développée par Sylvain Orduro, Elsa Tomasto va pouvoir étudier le crâne de façon inédite. Donc là, je prépare une analyse anthropologique du crâne qui a été scanné en vue d'une reconstruction maxillofaciale. Je vais augmenter la densité, tu vas voir. Là, par exemple, regarde. Oh là là, c'est dingue! Waouh! Je n'ai jamais vu ça. Tu as vu, on voit les 2 hémisphères du cerveau. Exactement. Et même les circonvolutions. Incroyable. Au département de recherche du musée du Quai Branly à Paris, Christophe Moulera a fait appel à Philippe Charlier, anthropologue et médecin légiste, pour effectuer une autopsie virtuelle et mettre un visage sur le crâne Paracas. C'est génial, c'est comme si on faisait une autopsie virtuelle. Sur l'âge au décès de l'individu, c'est un sujet qui est adulte. Je me rapproche des dents. Il y a une usure qui est relativement importante au niveau des dents. Il y a une maladie qui est bien visible, c'est au niveau de la mandibule gauche. On a un abcès qui est bien visible. Ce mauvais état bucco-dentaire, il a pu, dans une population qui ne connaît pas les antibiotiques, faciliter la mort de l'individu. Ça peut vraiment être une cause de décès. Ouais, c'est peut-être ça qui l'a tué. On a les données anthropologiques de base, on a un sexe vraisemblable, a priori une femme, et puis on a un âge au décès aux alentours de 45 ans. Et puis, eh bien, on a une modélisation 3 dimensions de cet objet qui va permettre à l'artiste de superposer des épaisseurs de peau, de muscles, de gras, de remettre des cheveux également à la surface de cette tête et de faire à partir d'un crâne un visage. Ce visage, surgi du passé, possède des traits en tout point comparables à ceux des populations actuelles de la région de Nazca. Seul son crâne déformé le distingue de ses lointains descendants. Ces crânes, aux formes extravagantes, ont pendant très longtemps alimenté de grandes controverses. Mais ils sont bien humains et les chercheurs savent comment ils ont été façonnés. Durant les 2 premières années de leur existence, les nouveau-nés avaient la tête comprimée par des lanières et des planchettes. Le procédé n'était pas douloureux, sauf quand la pression était mal maîtrisée. Cela pouvait alors provoquer des lésions cérébrales, d'atroces douleurs et parfois même entraîner la mort. Cette technique de compression permettait de donner différentes formes au crâne. Nous avons pu observer des différences selon les régions. Ce type de crâne allongé provient des montagnes, alors que les crânes aplatis viennent plutôt du littoral. Sur les 1300 individus que nous avons sortis de terre, tous présentent une déformation totale du crâne typique des Nazca.
La tête déformée n'était pas réservée à l'élite culturelle, puisque la majeure partie des individus avaient la tête déformée. C'est probablement pour se distinguer les uns des autres que les différents groupes ethniques adoptaient une forme de crâne particulière. Dans son laboratoire californien, le professeur Lars Fehrenschmitz étudie l'ADN des anciennes civilisations pour mieux comprendre les mouvements des populations Nazca et Paracas et découvrir s'il existait des connexions entre elles ou avec les autres populations sud-américaines. Ce chercheur s'apprête à extraire l'ADN de la dent Paracas que lui a envoyé Elsa Tomasto. Il va pouvoir comparer l'échantillon qu'il vient d'extraire avec l'importante base de données ADN qu'il possède déjà sur les momies Paracas et Nazca. Ceci, bien sûr, nous a permis de démontrer que ces individus n'étaient pas des extraterrestres. Et ce qui est évidemment bien plus intéressant, qu'il y avait une continuité entre les populations Paracas et Nazca dans la région. Il n'y a donc pas eu de mélange avec d'autres peuples issus de vagues migratoires extérieures. À partir de moins 200 de notre ère, la culture Nazca va progressivement s'imposer au détriment de la culture Paracas. Mais les Nazca connaîtront à leur tour un déclin inexorable. Dès le début du développement de la culture Nazca, l'eau commence à se faire plus rare. La région doit faire face à un lent processus de désertification. On observe une augmentation de la production de géoglyphes sur les collines, sur les plateaux et dans le désert. Cela indique que le rythme des cérémonies rituelles s'intensifiait. Ils demandaient toujours plus d'eau aux dieux. L'élite sacerdotale de Cahuachi s'était installée le long d'une bande de terre fertile irriguée par une rivière. Car posséder de l'eau, c'était posséder le pouvoir. Mais peu à peu, la région fut soumise à de grands bouleversements climatiques, à des périodes de forte sécheresse ou de violentes inondations. Cet enchaînement de catastrophes a ébranlé les croyances religieuses. Quand les offrandes ne donnent aucun résultat, la société entre en crise. Nous avons pu le voir avec la chute de Cahuachi. L'intense période de perturbations climatiques et de tremblements de terre amorce une perte de confiance de la population. Les Nazca se détournent de Cahuachi et intensifient leur message adressé à l'au-delà. Lorsque ces géoglyphes ont commencé à perdre du sens par rapport à leur vocation religieuse initiale, les dernières générations se sont mises à réaliser de nouvelles figures, plus particulièrement des dessins géométriques, comme les trapèzes ou des lignes très larges. Dans de nombreux cas, celles-ci ont coupé les anciens géoglyphes. À Palpa, un trapèze est venu recouvrir un colibri plus ancien. Un peu plus loin, d'autres motifs naturalistes, comme une baleine, sont également coupés par des trapèzes avec une même volonté, remplacer les symboles d'une époque révolue par de nouvelles figures. Pour conjurer la pénurie d'eau, la production de géoglyphes s'accélère. Les Nazca tracent de plus en plus de lignes sur les pentes et les plateaux, dans l'espoir que la pluie tombera abondamment sur les Andes et alimentera les cours d'eau. Mais bien évidemment, avec un tel climat, même les dieux ne peuvent rien. Les requêtes n'étant pas exaucées, les populations commencent à s'éloigner de la Pampa et Cahuachi perd de sa puissance. Les lignes tracées par les anciens Nazca ont défié le temps. Et pour leurs descendants, il est essentiel de préserver ce lien d'éternité
qui les relient au lointain peuple de la Pampa et à leurs croyances. Ces lignes, dont les fonctions ont évolué au fil du temps, sont le témoignage de toute l'histoire des civilisations Paracas et Nazca. Certaines servaient de voies de communication et permettaient de relier différents points de la Pampa. Elles pouvaient aussi attirer les populations vers des lieux d'échange à la façon d'énormes panneaux de signalisation. Je pense que dans la culture Nazca, les géoglyphes sont associés au concept d'éternité. Ils ont, comme la cité de Cahuachi, subsisté au-delà du temps, au-delà même des catastrophes naturelles, au-delà même de la mort. Ces géoglyphes font partie intégrante de cet élément supérieur qui pour eux est le temps. Un temps circulaire, en mouvement perpétuel et qui renaît indéfiniment. Un temps où les géoglyphes sont éternels.